Au pied de la Dame de Fer, l'un des 12 palaces parisiens. À 37 ans, Samuel Lee est un ovni dans le milieu. Il dirige le seul restaurant chinois étoilé de France. Le chef finalise personnellement chacun des plats. Pour ce panier vapeur, avec quelques œufs de poisson volant. Quand vous le croquez, sous la dent, ça fera un petit ploc. C'est de la joaillerie. On a du jade, de la citrine, du rubis. Ce sont des pierres précieuses. Homard breton, araignée de mer. Sa signature, des produits français nobles, préparés selon des techniques chinoises populaires. Ces huîtres, par exemple, délicatement poudrées de farine et enveloppées de crème d'œuf, sont ensuite frites au wok. On écoute le son de l'huile. Quand elle est très chaude et qu'il n'y a plus d'eau dedans, elle devient très calme. Là, vous voyez la fumée. C'est que nous avons dépassé les 200 degrés. Prêt? Partez. Vous avez compté? 15 secondes, pas plus. Rehaussé d'une généreuse dose de caviar, le fin du fin, les déguster avec les doigts. Mais on ne trouve pas ce plat en Chine. Non, seulement dans notre palace. À 42 € les 3 huîtres, c'est un luxe réservé à quelques-uns. La cuisine chinoise, c'est plutôt la promesse d'un voyage gustatif bon marché, en bas de chez soi. Savoureuse et parfumée, c'est la nourriture exotique la plus consommée en France. Mais connaissons-nous l'authentique gastronomie de l'Empire? Les buffets et traiteurs prennent une mauvaise réputation. Leurs arrière-cuisines sont l'objet de tous les fantasmes, même les plus farfelus. Qu'y trouve-t-on vraiment? Jusqu'où certains sont prêts à aller pour baisser les prix? La Chine possède pourtant une tradition culinaire millénaire. Nous sommes remontés à l'origine de certains plats emblématiques, comme les nouilles. Des confins du terroir chinois, aux coulisses des restaurateurs français, cette cuisine est-elle à prendre avec des baguettes? Redorer le blason de la cuisine chinoise à grands coups d'authenticité. C'est l'idée fixe d'une nouvelle génération de restaurateurs. Française d'origine chinoise, Céline en fait partie. Elle a ouvert son restaurant il y a 1 an. Pour se procurer des produits d'exception abordables, la jeune femme a dégoté une adresse inattendue, porte de la Chapelle. Bonjour, c'est vu, Olivier? Il est au moins 2. Au moins 2? Ok. Les entrailles de cet ancien parking entièrement réhabilité abritent une ferme biologique, la seule de la capitale. Oh, ces bureaux sont magnifiques, c'est hyper blanc. On les voit là, c'est trop marrant. C'est fou de se dire que ça pousse dans un parking et qu'ensuite ça termine 10 jours plus tard dans les assiettes des clients. C'est des espaces qui sont grands et ils peuvent aussi jouer sur le niveau d'humidité, le niveau de température. Sur 3500 mètres carrés, des champignons poussent sans aucun pesticide, ni OGM, ni engrais chimiques. Salut, ça va? Ouais, toi? Ouais, très bien. En ce moment, on a un gros coup de froid. Ok. Mais ça ira en cagette? Ouais, en cachette. Ouais, carrément, t'inquiète. Ils sont fermes. On sent l'amertume en fin de nez, là. Trop bon. Ces shiitakes vont parfumer les farces des petits plats de Céline. Plus exactement, c'est Xiao Long Bao. Ça va, chef? Littéralement, petite brioche cuite à la vapeur. Ce sont les stars de son restaurant parisien. Est-ce qu'on peut en goûter un? Oui? Génial.
des baguettes, comme toujours avec la cuisine chinoise. Alors, il y a plusieurs écoles pour le manger. Moi, j'aime bien faire croquer un petit peu. Voilà. Comme ça, on verse tout le bouillon dans la cuillère. Après, on met le bao dans la sauce. Et on peut en manger un peu à l'infini. Chaque panier renferme 6 petites merveilles. Végétariens, au porc ou aux crevettes, ils sont vendus entre 9 et 12 €. Il y a un goût de là-bas, c'est assez représentatif de la cuisine chinoise. C'est-à-dire que c'est à la fois, en termes de goût, c'est assez réconfortant, c'est assez populaire, mais on sent qu'il y a un vrai savoir-faire derrière, des vraies mains qui travaillent. Avant d'ouvrir son restaurant, Céline est allée se former auprès de grands chefs à Shanghai. Si elle a élaboré seule chaque recette de bao, elle a embauché 3 spécialistes pour leur pliage. On appelle les maîtres bao. Maîtres comme des maîtres Shaolin dans les arts martiaux. C'est un art. En fait, un xiaolong bao, c'est exactement 21 grammes. C'est 16 grammes de farce et 5 grammes de pâte. Une fois que c'est fait, on termine le bao par 18 plis. Exactement. Donc là, elle les compte dans sa tête. Mais que contiennent précisément ces petites bourses délicates? Ici, tout est fait à la main. Même la pâte est pétrie sur place. On va couper un peu et ensuite les mélanger à la farce. OK? Dans cette farce, du porc haché de la Sarthe, de la sauce soja, de l'huile de sésame, du gingembre et de la ciboule. Reste à enfermer le bouillon dans le ravioli. Là, c'est le bouillon. En fait, il est préparé la veille pendant 6 heures. Ensuite, on le gélifie pour qu'il puisse bien s'incorporer à la farce et qu'on puisse refermer le bao. Il redeviendra liquide à la cuisson vapeur. Ça se transforme en soupe. Donc, c'est la soupe qu'on va retrouver dans le xiaolong bao. Les palais français sont-ils sensibles à cette prouesse technique? En premier, vous avez les xiaolong bao veggie. En deuxième, alors là, je pense que c'est les 4 xiaolong bao au porc. On a l'impression de croquer dans un nuage. C'est ça que j'aime dans les baos. Je pense que c'est une cuisine plus traditionnelle, authentique. Voilà, on a du mal à lire la carte, honnêtement. C'est pas des choses qu'on voit dans les autres restaurants plus classiques et les petits traiteurs chinois, en fait. Chez les traiteurs, en effet, pas de traces de xiaolong bao. Les best-sellers, les nems vietnamiens, les currys thaïlandais et parfois même les sushis japonais. Comment en est-on arrivé là? Petite plongée dans l'histoire. Pendant la Première Guerre mondiale, des milliers de Chinois sont recrutés pour participer à l'effort de guerre. Apparaissent alors les premières gargotes, une restauration de survie destinée à nourrir la communauté. Dans les années 70, de nombreux réfugiés fuient l'instabilité politique de l'ex-Indochine. Ces Chinois du Vietnam arrivent en France avec dans leurs valises nems, soupe-feu et autres bobounes. Pas étonnant que depuis, le consommateur s'en mêle les baguettes. Cette cuisine brassée s'est propagée, puis progressivement dégradée. C'est vrai que les traiteurs asiatiques, ils ont voulu conquérir les Français et donc ils ont aseptisé certains goûts. Et dans une logique économique, l'ensemble des traiteurs proposent des plats qui sont vraiment très peu chers. Et forcément, en fait, quand on fait des prix à 5 €, ça entraîne une dégradation aussi de la qualité du produit. Du coup, ça a contribué pendant des années à associer la cuisine chinoise à un fast-food. Jusqu'à ce qu'un jour, le scandale éclate. C'était en 2004. La France découvre l'existence des appartements raviolis. Ok, bonjour, laissez passer, laissez passer. Vous avez du ravioli, bouché de bœuf. Vous avez à la fois la viande qui décongèle dans un sac plastique avec les crevettes. Ah putain. Dans des conditions d'hygiène déplorables, des particuliers fabriquaient des raviolis qu'ils revendaient ensuite aux traiteurs chinois. Oh, madame, des analyses avaient révélé la présence de nombreuses bactéries dangereuses pour l'homme. 15 ans plus tard, ces pratiques ont-elles toujours cours? Les raviolis, crevettes, c'est vous qui les faites? Ouais, c'est maison?
C'est vous qui faites tout ou tout est fait maison? D'accord. Vous faites tout? Ah ouais. C'est du travail. Nous avons beaucoup de chance ce jour-là. Tous les traiteurs que nous visitons revendiquent le fait maison. Nous changeons de stratégie et misons cette fois sur le corporatisme des restaurateurs. Bonjour, je vais ouvrir un restaurant et je cherche un fabricant de raviolis. Vous connaissez quelqu'un? Pour les fournisseurs, je ne sais pas est-ce que je sais ou pas, mais je connais quelqu'un qui fait un cuivre dans le site chinois, plusieurs familles qui font leur traiteur. Nous suivons ces consignes à la lettre. Le site internet en question est une sorte de brocante en ligne où l'on trouve absolument de tout. Ça, c'était vêtements, chaussures. Ça, c'était cosmétiques. Ok, et au milieu de tout ça, il y a alimentation. Voilà, alimentation. Ça, c'est des raviolis faits à la maison, voilà, faits à la main. Une offre propose une grande variété de raviolis à un prix attractif. 13 € les 100. Toujours sous notre fausse identité, nous prenons rendez-vous l'après-midi même. Le cuisinier s'appelle Monsieur Tan. Son appartement est situé au nord de Paris. Bonjour, pardon, je reviens de Nation où je faisais une livraison. L'homme nous accueille dans un studio de 6 mètres carrés. Sans préambule, il nous présente sa marchandise stockée dans 2 grands congélateurs. Ça, c'est au porc et aux choux chinois. Donc ça a été fait récemment? Ça a été fait quand? Je les ai fait ce matin. Ça, c'est bœuf et légumes. Et Monsieur Tam n'a pas chômé. Sous nos yeux, plus de 2000 raviolis, conditionnés en paquets de 100. Et comment vous livrez? En voiture? Non, en métro avec le chariot. Adieu donc la chaîne du froid. Certes, le cuisinier n'est soumis à aucun contrôle d'hygiène, mais c'est loin d'être le plus choquant. Et est-ce que vous fournissez les restaurants aussi? Oui, bien sûr. Et vous en livrez beaucoup? 15 en ce moment. Ça, c'est un restaurant que je livre dans le 14e. Il y en a un là aussi. Et un là, dans le 16e, pas loin de la Tour Eiffel. Ah, mais c'est un restaurant connu, ça, non? Oui, c'est très haut de gamme. En fait, ils les revendent très cher. Ces restaurants ayant pignon sur rue exploitent cet ouvrier en toute tranquillité. Monsieur Tan n'est en effet pas franchement en position de faire valoir ses droits. Actuellement, je n'ai pas de papier. Je suis ici en tant que réfugié. Nous sommes arrivés il y a 5 ans maintenant avec ma femme. Parmi les clients de Monsieur Tan, nous notons les noms de plusieurs restaurants installés dans les quartiers chics de Paris. Sur leur carte, trônent en bonne place les raviolis de l'atelier clandestin. Ah, c'est nos crevettes. Ah, il y a le porc et crevettes. D'accord. Petite question, en fait tout est fait maison. On les fait maison aussi. Ah. On n'a pas beaucoup. Ouais. Les autres, ils vendent beaucoup là. Ouais, c'est ça. Voilà. Nous, on a, je sais pas, 5. Ouais, c'est ça. Seulement 5 ou 6 sortes, mais largement de quoi faire de gros bénéfices. Le restaurant vend 7 € les 4 raviolis, soit 14 fois leur prix d'achat. Qu'ils soient chinois, français, italiens ou autres, il y a toujours des restaurants qui trichent et jonglent avec les normes d'hygiène. Plusieurs petits traiteurs chinois nous ont eux confié avoir trouvé une autre solution pour garder des prix bas sans risquer le scandale sanitaire. S'en remettre à des industriels. Difficile d'approcher la filière d'Île-de-France. Un seul homme a bien voulu nous accueillir. Philippe Chieux. Il faut dire que c'est un peu le roi des nems. Nos clients sont les centrales d'achat, les hyper supermarchés, les supérettes, traiteurs restants. 1 sur 5 restaurateurs au moins achètent nos nems. Le résultat d'une longue histoire familiale. Au début des années 80, son père et son oncle, des Chinois du Vietnam, arrivent en France et ouvrent un petit atelier. Ils y fabriquent des nems pour nourrir les immigrés. 40 ans plus tard, l'atelier est devenu une usine de 80 salariés. À lundi, c'est la viande de porc, c'est ça? Là, si vous voyez, c'est la viande de porc qui est arrivée ce matin et qui est hachée avec un calibre à nous. On a décidé d'un type de calibre pour que la viande garde encore cette texture.
Positionnés haut de gamme, les petits rouleaux de Philippe sont composés de presque 50% de viande, de vermicelle et d'ail. De bons produits qui nécessitent tout de même un peu d'assaisonnement. Là, c'est la sauce de poisson. C'est la sauce à base de crevettes séchées, ouais. Ça apporte le côté salé quasi présent dans toutes les recettes traditionnelles chinoises. Il va mettre le mélange d'épices, ouais. Dans ce mélange, du sel, du poivre, un peu d'exhausteur de goût et, plus étonnant, du sucre. Le sucre, sinon le produit reste trop salé avec la sauce de poisson, le sel. Il faut quelque chose qui pourrait rebalancer et équilibrer la saveur du produit. Du sucre pour rendre le nem moins salé, il fallait y penser. En dernière minute, sont rajoutés des carottes et des oignons frais. Puis la farce disparaît dans cette machine. Elle en ressort en boudin de 30 grammes exactement, chacun déposé sur une feuille de riz, humidifiée à la vapeur. C'est semi-manuel. La machine aide une grande partie et puis on finit avec le roulage à la main. Les rouleaux commencent alors un long voyage, dont l'issue fatale est un bain d'huile bouillante. Parfait. La qualité est au rendez-vous. La viande est bien cuite. Il y a le croustillant de la galette. Tout est bon. L'objectif est de faire un nem fait à la maison au niveau industriel. Un tour de passe-passe que les restaurateurs se gardent bien de dévoiler à leurs clients. Les restaurateurs ne peuvent pas le faire par eux-mêmes parce que ça demande beaucoup de travail. Pour faire, je ne sais pas, une centaine, 200 de pièces de nem, ils demanderaient 1, 2, 3 heures de fabrication. Philippe, lui, en fabrique 80 000 par jour. Achetés 23 centimes l'unité, ils seront revendus 3 à 4 fois plus cher par les traiteurs. Un plan en or. Alors certains n'hésitent pas à acheter à Philippe toutes leurs cartes. Et derrière, on prépare l'emballage du riz cantonné. Mais en fait, les restaurants, ils font plus rien. Le restaurant fait quelque chose quand même. Il fait son propre plat, il fait ses spécialités. Mais dès qu'on peut aider les restaurateurs, on les aide un maximum. Philippe aurait-il le cœur sur la main? Il n'a surtout rien à cacher. Il utilise des ingrédients français et chez lui, tout est tracé et contrôlé. Une qualité qui a un prix. Ses concurrents sont jusqu'à 20% moins chers que lui. Comment font-ils? Nous scrutons leurs étiquettes. Les ingrédients sont toujours indiqués du plus au moins abondant. Certains produits au porc s'avèrent composés de poulet, bien moins cher. D'autres sont principalement composés d'eau, un moyen de gonfler les produits à moindre coût. Quant aux plus low cost, ils sont tout simplement fabriqués en Hongrie. Avec un salaire minimum de 465 € seulement, la main-d'œuvre y est bien plus rentable. Et dans l'univers de la cuisine chinoise, certains acteurs sont particulièrement sensibles à ces prix bas. Les buffets à volonté. Dans moins de 2 heures, ce parking sera pris d'assaut par des centaines de clients affamés, venus se rassasier sans limite pour 14,90 € par personne. Alors Dongmei Luo, la patronne, profite de ces derniers instants de calme. Bonjour. Arrivée en France il y a 15 ans pour ses études, elle est à 39 ans à la tête d'une chaîne de 10 buffets. Il y a le papier. Vérifier la température. Là, c'est correct. C'est bon. En fait, on les livrait 3 ou 4 fois par semaine. C'est très grosse quantité. Ce que j'ai dit, la journée, on peut atteindre 900 couverts par jour. Pour satisfaire autant de clients en restant abordable,
En plus d'une déco chic, Dongmei a mis en place une organisation plutôt choc. D'abord, elle utilise principalement des produits français, mais la plupart surgelés. Ce sont des fritures. Ce sont des nems porc, poulet, crevettes. Des bouchées de raviolis, des moules pour le plat chaud. Cette partie, c'est pour stocker tous les desserts. Des tartes au chocolat, à la framboise. On est obligé de faire les surgelés, sinon avec le volume, on ne s'en sort pas. Il fait moins 20 ici, il ne faut pas rester. Autre économie, la masse salariale. Seule une vingtaine d'employés se partagent la salle et la cuisine. En parlant d'eux, il est 11 h, le restaurant ouvre dans 1 heure et ils viennent à peine d'arriver. Ça, c'est l'avantage de notre concept. Et le client qui le sert, et nous, on prépare en gros quantité. Donc, on n'a pas besoin d'arriver à 9 h, 9 h 30 du matin comme les autres restos. Une fois la toque sur la tête, pas question de traîner. Tout est pensé pour gagner du temps. On l'appelle Monsieur Friteur. En fait, il prépare tout ce qui est nem, samoussa, tout ce qui est friture. Il y a Madame Salade qui est arrivée, qui est en train de préparer les salades. Ouais, c'est plus facile pour nous. On n'a pas besoin de dire Madame Nguyen, Monsieur Fouk. C'est plus facile. Allez. 100 rouleaux de printemps, une demi-heure pour Madame Salade. Quant à Monsieur Wok, il faut que ça soit tout terminé avant midi. 1 heure pour faire combien, vous dites 15 à 16 plats chauds. Grâce à tout ça, Dongmei réalise une marge de 10 à 15% supérieure à celle d'un restaurant classique. Et elle a une dernière astuce. Il y a les clients qui arrivent déjà. Dès l'entrée, sont présentés les plats les plus roboratifs et les moins chers. Ce n'est qu'arrivé au fond de la pièce que les clients découvrent les plus précieux. Ceci fait partie des produits les plus chers parce que le prix de saumon varie très fort. Leur fabrication, un savoir-faire ancestral que les salariés ont acquis ici en 10 minutes. Et voilà. Peu importe, le principal pour les clients, l'abondance. Il y en a qui prennent 40 nems en même temps. À la fin, il en manque 10 et le reste, on ne peut pas remettre à la buffet. Chaque jour, 10% du buffet finira à la poubelle. La gloutonnerie de ses clients est le seul paramètre que Dongmei ne maîtrise pas. En espèces, 63, 60. Merci à vous. Chacun de ces 10 restaurants réalise entre 1,5 et 3 millions de chiffres d'affaires par an. Une réussite due à son intransigeance. Qualité, réglementation, hygiène, la patronne se veut irréprochable. On ne peut pas en dire autant de tous ses concurrents. Chaque année, des centaines d'opérations réunissant plusieurs services de l'État sont organisées pour lutter contre la fraude. S'il vous plaît, juste un petit briefing 2 minutes. Donc ce soir, on fait 9 établissements. Donc évidemment, sécurisation extérieure et intérieure. Et écoutez, voilà, bonne soirée. Ce soir, à Béziers, la brigade anticriminalité, l'URSSAF et les services d'hygiène vont contrôler plusieurs restaurants, dont 2 buffets asiatiques. On y est. Voilà. On dit qu'on voit la propreté d'un établissement par rapport à la propreté de ses poubelles. Bon, voilà. C'est un peu le bazar. C'est le début du service. Une cinquantaine de clients dînent dans l'établissement. Bonjour. On va procéder à un contrôle de l'établissement. Attention, ça glisse. C'est quoi, ça? Ça, c'est les sauces. C'est les sauces que vous mettez dans des bols après, là-bas, c'est ça? Oui. Et vous mettez par terre? Il y en a par les foncés. Ah, d'accord. Ok. Disséminés partout dans la cuisine, des ingrédients parfois non identifiés sont en attente d'être préparés et servis aux clients. Mais le pire se trouve dans les réfrigérateurs. Manifestement, ils ont fait décongeler de la viande avec des morceaux de crevettes à l'intérieur et c'est servi aux clients dans la foulée, alors que manifestement, c'est
surgelée, décongelée. Bah, déjà là, franchement, la viande à la morflée, elle commence à être verte. S'ils le font frire ou bouillir ou sauter dans un wok, ben, en fait, vous ne ferez pas la différence. Vous sentirez si vous êtes malade. Donc normalement, on est censé avoir une chambre froide pour les fruits et légumes. Là, on voit que tout est mélangé. Et là, par contre, on a par exemple, on va trouver des bulles, on ne sait pas de quand ça date. L'odeur sympathique. Selon la loi, chaque ingrédient décongelé doit être dûment étiqueté. 3 informations sont obligatoires: les dates de préparation, de sortie du congélateur, ainsi que la date limite de consommation. Vous avez des aliments qui ont été mis au frais, on ne sait pas de quand ça date, quand est-ce qu'ils ont été décongelés, quand est-ce qu'ils ont été préparés. Donc là, en fait, on les sort, on va les détruire. On met du produit dessus pour pas que ça puisse être ça date de quand récupéré après. Voilà. Ok, donc ça, un petit coup d'eau de javel ou de produit vaisselle, une goutte, c'est bon, c'est bon. Près de 10 kilos d'aliments impropres à la consommation sont détruits. Ironie de la situation, l'établissement facture ses clients qui ne terminent pas leurs assiettes. La mission des policiers s'arrête là. Je pense que tous les clients qui sont dans le restaurant se posent la question également de notre présence et un peu du résultat. C'est un peu dissuasif. Depuis, les services d'hygiène ont lancé une demande de fermeture administrative. Plutôt que se frotter à l'exotisme dehors, pourquoi ne pas le rapporter à la maison ? Dans les rayons, on retrouve désormais tous les grands classiques des restaurants chinois. Conviviales et faciles à préparer, les fritures sont particulièrement alléchantes. Pourtant, Mathilde Touvier, chercheuse en nutrition, préconise de résister autant que possible à la tentation. Il faut se méfier de ces types de produits qui sont finalement, par rapport à des aliments qu'on a tendance à diaboliser, à raison d'un point de vue nutritionnel, comme certains hamburgers, par exemple, on est autour de 25 grammes de matière grasse pour la portion. Là, finalement, on est même encore plus riche sur ces produits frits. Il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Les nems au porc sont les plus riches et les plus caloriques également. Et puis, les nems au poulet et enfin les nems aux crevettes. Mieux encore, optez pour les vapeurs. Jusqu'à 2 fois moins grasses, moins sucrées et moins salées. Quant aux plats préparés, ils sont souvent noyés dans la sauce. Elle représente entre 1/4 et 1/3 des barquettes. Des sauces chargées de lipides, de sucre, de sel et bien sûr d'additifs. Les additifs alimentaires, il en existe plus de 300 en Europe. Alors, il ne faut vraiment pas tout diaboliser, c'est-à-dire que la plupart n'ont vraisemblablement pas d'impact sur la santé. Mais dans la cuisine asiatique, c'est vrai qu'on s'interroge par exemple sur le glutamate. Le glutamate, une poudre blanche industrielle qui rendrait accro. À l'origine, c'est un des acides aminés les plus présents dans la nature. Transformé chimiquement, il devient un exhausteur de goût très puissant. Présent dans quasiment tous les plats chinois, on en trouve aussi dans nos apéritifs, nos bonnes soupes de légumes, nos petits plats français ou encore nos charcuteries. Si les industriels l'adorent, c'est parce qu'ils manipulent notre perception sensorielle en rendant les aliments plus savoureux. Alors, certaines études suggéraient d'éventuels dérèglements métaboliques ou des problèmes liés au surpoids. Là, on manque encore vraiment de données pour y voir clair sur l'innocuité ou non de cet additif en consommation quotidienne. L'Union européenne conseille tout de même de ne pas dépasser les 2 à 3 grammes par jour, soit une pincée de sel. Si on veut l'éviter, il y a un plat qu'il faut absolument bannir de nos repas chinois. Ces petits sachets qu'on a tous dans nos placards, les nouilles instantanées. Vendu moins de 2 €, c'est le produit asiatique le plus acheté au supermarché. À l'intérieur, peu de gras certes, mais peu voire pas de viande, contrairement aux promesses. Et presque à coup sûr du glutamate. Alors y a-t-il lieu de s'inquiéter ? Outre-Atlantique, Dr Kuo, gastro-entérologue à Boston, s'est posé la question et a mené une expérience stupéfiante. Les cobayes ont avalé 2 repas.
Un avec des nouilles instantanées et l'autre avec des nouilles maison. L'objectif était de savoir s'il y avait une différence de digestion entre ces deux types de nourriture. Pour observer cette différence, les cobayes ont également avalé des gélules équipées de micro-caméras. Là, nous voyons sur cet accéléré que dès la première minute, les nouilles maison se décomposent, alors que les nouilles instantanées restent entières. Et après 20 minutes, vous voyez seulement quelques éléments en décomposition dans les nouilles instantanées, mais une décomposition beaucoup plus avancée de ce côté. Selon le Dr Kuo, ce ne serait pas uniquement lié au cocktail d'additifs qu'elles contiennent. Il faut savoir que les nouilles instantanées ont été inventées après la Seconde Guerre mondiale. Lors d'une période de famine, un professeur a entamé des recherches pour trouver le moyen de conserver les nouilles indéfiniment. À l'origine, ce sont des pâtes fraîches, mais elles sont ensuite pressées, puis frites à haute température pour les dessécher et ainsi augmenter leur durée de vie. Et c'est ce processus de fabrication qui les rend beaucoup plus difficiles à digérer. Les images sont frappantes et soulèvent forcément des questions quant à notre santé. Pour ceux qui ont des troubles gastriques ou des traitements qui affectent l'estomac, cette difficulté de digestion peut avoir des conséquences importantes, notamment en empêchant l'absorption des nutriments. Un triste constat lorsque l'on sait qu'en Chine, les pâtes sont un art ancestral. C'est sur les bords du fleuve Jaune, au nord-ouest du pays, qu'ont en effet été déterrés les restes des plus vieilles nouilles du monde. Les archéologues y ont découvert de longs brins de millet, datant de près de 4000 ans. Marco Polo en saurait quelque chose. Depuis, les nouilles sont le fleuron de la région et sa capitale, Lanzhou. Ici, quel que soit son âge, une bonne journée commence forcément par une bonne lampée de lamian. Une portion de fine! Combien tu dis? 2 portions de fine? Non, une fine et une demi-fine. Les lamian de Lanzhou, littéralement nouilles étirées, sont célèbres dans tout le pays. Elles répondent à une règle traditionnelle stricte. Il y a 5 couleurs à respecter pour faire un bol parfait de lamian. 1. Le transparent de la soupe. 2. Le blanc des radis. 3. Le vert des herbes. Ciboule, coriandre et oignon. 4. Le rouge du piment. Et 5. Le jaune des nouilles. Et il peut en manquer une? Non, il faut absolument respecter ça. Un plat populaire, vendu 60 centimes le bol. Pour 30 centimes de plus, les notables ont droit à quelques tranches de bœuf mariné. Une fine et une large. Ah, je sais pas trop comment vous dire ça. Disons que ça me manque quand j'en mange pas pendant un moment. Je viens ici tous les matins. Je prends des forces avant d'aller travailler. De bruyantes aspirations de nouilles. Quelques gorgées de bouillon. Chaque bol est généralement avalé en moins de 5 minutes. Alors en cuisine, le rythme est lui aussi très soutenu. 1 minute pour faire un bol complet. Si le chef est aussi rapide, c'est parce que ça fait 30 ans qu'il étire les nouilles. C'est ma passion. Ça me fait du bien d'étirer les nouilles. Étirer les nouilles. Un savoir-faire régional qui pourrait bien devenir un business mondial. Grâce à une école unique en son genre, située en périphérie de la ville, aux portes du désert.
Rajoute de l'eau et tu l'intègres en mouvement circulaire. Ensuite, en frappant la table, ça se tasse naturellement. Allez, réessaye. Des chefs renommés y enseignent les secrets des lamianes. La recette de base n'a rien de spécial. De la farine et la moitié de son poids en eau. Mais il y a en plus un ingrédient mystère. Rajoutez tous de la poudre maintenant. Toi aussi. C'est un ingrédient indispensable des lamianes. Un mélange de sel, de bicarbonate de soude et la poudre d'une plante. Une plante désertique qui ne pousse que là-bas. C'est elle qui donne aux pâtes leur extraordinaire élasticité et leur vaut le surnom de pâtes vivantes. Je transpire. C'est que j'ai encore besoin d'entraînement. Les élèves ont 1 mois et demi pour apprendre à confectionner 8 diamètres de pâtes. La formation coûte plus de 500 €, soit 2 fois le revenu minimum local. À la fin de leur apprentissage, ils sont soumis à un examen drastique. Encore 2 minutes. Dépêchez-vous. C'est trop lent. Depuis sa création en 2006, l'école de Monsieur Lee a formé 11 000 étudiants. On va vérifier celle-ci. 15 mm, c'est bon. Ces dernières années, ils viennent de plus en plus loin. Japon, Australie, Kenya et même Europe. Anja vit à Dortmund, en Allemagne. Je suis venue ici pour apprendre à faire les lamianes, parce que je veux ouvrir mon propre restaurant de nouilles dans mon pays. Mais je vais en changer un peu la recette. Les épices ici sont trop fortes et je pense que les Allemands ne pourront jamais manger aussi épicé. Les nouilles, c'est une langue que tout le monde parle. Bravo à tous les candidats. La possibilité de conquérir le monde avec ce plat populaire, Monsieur Lee la prend très au sérieux. En plus de son école, il possède sa propre chaîne de restaurants. Plus de 400 au total. Ça, vous voyez, c'est notre plan d'ouverture de restaurant. Nous en avons un au Japon, par exemple. Et vous pensez à la France ? Oui, on aimerait bien, mais il faut encore attendre la bonne opportunité. On attend les propositions. Nous voulons que la marque avance avec la même coriacité que ce taureau. Si les nouilles peuvent plaire au palais du monde entier, d'autres spécialités plus dépaysantes nécessitent de dépasser ces a priori. À Canton, réputé pour la finesse de sa gastronomie, on trouve de tout. 30 brochettes pour 80 centimes. Venez goûter. Temple de la cuisine de rue, sur les étals, des légumes charnus côtoient des plats célèbres. Comme les dim sum à la vapeur, les volailles laquées ou encore les pâtes de poulet et autres abats. On vend beaucoup d'estomac de canard. C'est notre spécialité. Et ces saucissons, comment on les mange? Crus? Non, il faut les cuire. Nous, on fait pas comme... Comment ils s'appellent déjà? Pas les Italiens, les autres là, ceux qui sont très poilus. Un proverbe nous avait prévenus. À Canton, on mange tout ce qui a 4 pattes, sauf les tables. Tout ce qui vole, sauf les avions. Et tout ce qui nage, sauf les bateaux. Ça, c'est de la soupe de sang de porc coagulée. Ça, c'est du crocodile. Ça soigne la toux et régénère les poumons. Dans un pays grand comme 15 fois la France, parler d'une gastronomie chinoise est aussi absurde que de parler d'une gastronomie européenne. 8 grandes cuisines sont ainsi officiellement reconnues, avec chacune ses spécialités. On les dit salées au nord, sucrées au sud, aigres à l'est et pimentées à l'ouest. Mais il y a quand même un ingrédient, indispensable au goût chinois, et utilisé partout. La sauce soja. L'autorisation est exceptionnelle.
un des leaders mondiaux de la sauce soja, nous a ouvert ses portes. C'est bon, tu peux démarrer. Tiens, tu as qu'à passer par là-bas. C'est bien, il y a une belle vue. Bienvenue dans le gigantisme chinois. Sur 130 hectares, s'étend une forêt de cuves, d'où sortent 1000 tonnes de sauce soja par jour. Au service de recherche et développement, l'équipe réfléchit à une nouvelle recette moins salée. Tu préfères laquelle? Je préfère celle-ci. Elle est plus parfumée. Elle laisse un meilleur arrière-goût. Une bonne sauce soja se repère à l'œil nu. Sa couleur doit être plutôt marron, avec un peu de rouge, mais ne doit pas être noire. Elle doit avoir de la consistance et accrocher un peu à la surface. Mais ce qui compte, c'est surtout qu'elle reproduise l'umami. Moins célèbre que le sucré, le salé, l'acide ou l'amer, l'umami est la 5e saveur détectée par la langue. Son goût de viande ou de bouillon est très prisé des Chinois. Pour l'obtenir, tout commence dans cette machine à laver géante où passent toutes les graines de soja brutes. Après le nettoyage, le soja est envoyé en cuisson. Puis une fois cuit, on rajoute la farine. Alors les graines deviennent pâteuses, presque molles. Cette pâte est alors plongée dans une atmosphère à 90% d'humidité, afin que les bactéries prolifèrent allègrement. Puis l'ensemble est mélangé avec de l'eau et du sel. Une fois la saumure ajoutée, ça fermente ensuite environ 3 mois en été, 5 à 6 mois en hiver. Bonjour. C'est bon là, vous êtes prêt à sortir le premier jus brut? 3 mois plus tard, le soleil a fait son œuvre. Vous sentez là? Il y a une odeur alcoolisée. C'est très parfumé. On sent comme une note de vin rouge. Ce jus constitue la base de la trentaine de sauces soja de la marque. Sont ensuite ajoutés arômes, conservateurs et autres additifs. Nous utilisons parfois de la levure et des inosinates ou du guanylate, une sorte de glutamate. Et il est possible de filmer cette étape du processus? Ah non, ce n'est pas autorisé. Cette partie est confidentielle. Le secret de nos recettes, c'est la base de notre succès commercial. Ces sauces sont destinées entre autres au marché européen. Embouteillées au rythme effréné de 13 fioles par clignement d'œil, elles quitteront l'usine de son propre port privé. Li Kumqi a pour objectif de fournir des produits partout où il y a des Chinois, y compris dans l'espace. Avant de penser aux Chinois de l'espace, le pays doit déjà nourrir son 1,5 milliard d'habitants. Si tous les céréales et autres fruits et légumes poussent dans leurs champs, il est un produit dont les Chinois raffolent, mais qu'on ne trouve pas dans leur mer. Pourtant, il est sur tous les étals de marché. Elles viennent d'où, ces anguilles? Je sais pas. C'est pas moi qui les ai pêchées. Étonnant. En effet, en Asie, la surconsommation d'anguilles a presque fait disparaître l'espèce. Alors d'où viennent ces spécimens? Cachés dans une boutique de vêtements, un petit restaurant va nous mettre sur une piste. Bonjour, dites-moi, d'où viennent vos anguilles? D'ailleurs. Mais d'ailleurs, où ça? Ça ne vient pas de Chine. D'où alors? Moi-même, je ne sais pas. Il y a des informations qui sont confidentielles. Confidentielles? Pourquoi confidentielles? Il ne faut pas que ça se sache entre gens du métier. Chacun ses tuyaux. Des tuyaux bientôt percés. L'espèce ne se reproduit pas en captivité. Il faut donc régulièrement approvisionner les élevages en nouveaux individus. Selon Europol,
100 tonnes de bébés anguilles, les civelles, sont ainsi acheminées en Asie illégalement chaque année. Une grande partie est braconnée sur nos côtes. De novembre à mars, les gendarmes surveillent sans relâche le littoral français afin d'endiguer ce trafic. L'océan Atlantique qui est ici et les civelles vont remonter par la rivière Charente. Et tous les bords de Charente sont propices aux remontées de civelles et les écluses, les barrages sont assez régulièrement visités par des braconniers. Des questions particulières? Si pas de questions, on embarque, on y va. Bonne chance à tous. Soyez prudents. En 30 ans, la population d'anguilles a diminué de 90%. Les exportations ont été interdites en dehors de l'Europe, provoquant de fait une augmentation du braconnage, notamment à destination de l'Asie. Des réseaux organisés, ils vont trouver un petit peu leur ramification un peu à l'image du stupéfiant, avec des petites mains qui, elles, vont pratiquer la pêche, le braconnage, qui vont prendre les risques de se faire attraper. Mais au marché noir, c'est pas évident de savoir à combien se revend en Europe le kilo de civelle braconné, entre 200 € et 450 € suivant la saison. Elle serait revendue jusqu'à 4 000 € le kilo en Asie. Alors les braconniers protègent bec et ongles le produit de leur pêche. C'est pas sur qui on peut tomber et les gens peuvent éventuellement prendre leur véhicule, forcer des barrages pour ensuite prendre la fuite. Ce qui a déjà été le cas par le passé. Ce soir-là, les forces de l'ordre planquent autour de 2 écluses. La Charente est proche. L'écluse est à quelques dizaines de mètres. De là où on est suffisamment près pour voir et suffisamment loin pour pas être vu. Aux abords de l'une d'elles, les premiers mouvements. Il y a un véhicule qui vient d'arriver et on vient de voir ses phares. Et comme d'habitude, il est arrivé, il s'est mis en marche arrière, prêt à repartir. Et là, on voit qu'il balaye un petit peu pour voir s'il surveille. On va se coucher d'ailleurs. Donc là, ça va pêcher. Le flagrant délit est constaté. L'équipe procède à l'interpellation des braconniers. Avant toute chose, monsieur, pièce d'identité. Je l'ai pas sur moi. Ok, on peut voir ce qu'il y a dans le corps? Il y a du poisson. Il y a matière, hein. En tout cumulé, je dirais qu'il y a bien 4-5 kilos. À moi. Combien vous dites? Vous avez une bascule? On a ce qu'il faut, ne vous inquiétez pas. Alors, 4,15 kg. Soit un bénéfice net à la revente estimé entre 800 et 1500 €. C'est la première fois que vous braconnez? Non, puis ce sera pas la dernière, je pense. Et pour cause, le risque n'est pas bien grand. Ce soir encore, les braconniers écoperont d'une simple amende de 500 €. Mais si les sanctions sont encore peu dissuasives, l'acharnement des forces de l'ordre commence à payer. Ben écoutez, à la prochaine. Et nous, on sera là. Ben, nous aussi. En 2019, les polices européennes ont saisi plus de 5 tonnes de civelles et interpellé 154 trafiquants. Pour la première fois, certains ont écopé de peines de prison ferme. Il n'y a pas que dans nos mers qu'on trouve de quoi faire de la bonne cuisine chinoise. Il y a aussi tout ce qu'il faut dans nos champs. Gérard Essayant, producteur maraîcher lyonnais, en sait quelque chose. On attaque un petit peu la saison des feuilles vertes, épinards, mâches, salades, un petit peu croquants. De la Chine, en fait, ils consomment beaucoup de légumes qui sont très, très courants chez nous, comme le haricot vert, le brocoli, l'aubergine, voilà, beaucoup de choses en fait, qui sont très, très communes à la cuisine européenne. Ça, c'est tout bon. Allez, c'est parti. On y va. Gérard se rend au festival lyonnais des baguettes magiques. Salut! Salut, alors? Ça va, j'ai 2-3 bricoles pour vous, les gars. Un jour par an, la cour du nouvel institut franco-chinois se transforme en marché. Un poulet épicé. 2 fourchettes et 2 cuillères. Des chefs y font découvrir au grand public la cuisine de rue chinoise. C'est pas immédiat, hein, Ça vient après. Ça vient après.
très épicé. Très bon, mais je m'y attendais pas autant. Couper, retrancher, lamelles très fines. Sur leur stand, Alain Alexanian et Jean-Pierre Martinac ont choisi de surprendre le public en cuisinant chinois avec des légumes 100% français. Ils ont élaboré une salade exotique tout en fraîcheur. Ce que j'aime en fait, le fait que ça soit fin comme ça, en bouche, on claque de l'air en même temps, donc on révèle toutes les saveurs du légume. Chou rave, concombre et pak choy vont se mêler dans une salade César, rebaptisée pour l'occasion salade Confucius. On dirait des clichés, c'est les fritures, les choses comme ça, mais je pense justement qu'on peut aller sur les fruits et les légumes. Il faut sortir de ces standards de la friture. Il faut aller au-delà de ça. Le poulet est remplacé par du quinoa, un végétal riche en protéines. Le tout est enrobé d'une sauce originale. La sauce, je suis parti du postulat de la sauce César. 2 anchois, vinaigre de riz, alors des œufs mi-mollets. C'est beau, hein? On est bien. Juste le bruit, moi, tu le sais. C'est beau. Le public français sera-t-il sensible à ce mariage des terroirs franco-chinois? C'est trop bon. Je dirais que c'est fin, c'est coupé finement. Un mélange de plein de saveurs, à la fois de légumes, d'épices, de textures. Je n'aime que ça, c'est du plat, parce que je pensais pas comme ça que le fromage était là. Il est mélangé dans le quinoa. De la salade Confucius de Gérard et Jean-Pierre, au Xiaolong Bao de Céline, en passant par les huîtres de Samuel Lee, l'authentique cuisine chinoise rayonne enfin en France. Une reconnaissance à la hauteur de son histoire millénaire.